Écoute, bah déjà, merci Tom d'avoir gentiment accepté cette interview. Eh Je ben suis. écoute, hein, c'est avec plaisir en tout cas. Ah bah ouais, ouais, mais alors ce qui est énorme, ce qu'on doit dire aussi aux gens qui vont nous écouter, c'est qu'on s'est jamais rencontrés. On s'est parlé rapidement par Instagram, etc. Et il est apparu que ben, il y a eu un certain flow. Je trouve que tu as une bonne mentalité, ce que je t'avais dit aussi par un message vocal. Une bonne mentalité, et puis on s'était pas encore retrouvé, on s'était pas encore vu en face à face, donc ça sera peut-être l'occasion. Mais déjà, on va commencer par quelque chose, je vais te demander de te présenter. Présente-toi à nos invités, aux gens qui nous écoutent. Qui es-tu, mon cher Tom? Bon déjà, comme tu l'as dit, je m'appelle Tom. Je vais avoir 21 ans là, fin de l'année. Mhm. J'ai terminé ma licence STAPS en APAS, donc en sport, santé et handicap. D'accord, ouais. Et du coup, je pratique le handbalancing depuis, alors je vais dire 2020, même si c'est pas réellement ça. Je développerai un peu plus tard, en tout cas, mon évolution en fait dans ce sport et comment j'en suis arrivé à là. Mhm. Ouais. Et euh, je suis artiste de cirque à côté. En tout cas, je l'étais en parallèle de mes études et je continue toujours de l'être là, à l'heure actuelle. Mhm. Et donc voilà pour le début. Écoute, c'est top, très bonne présentation. Alors, juste pour synthétiser rapidement, donc tu as combien d'années de pratique sur les mains, si on compte au total, depuis que tu as commencé cette formation dans le cirque? Avant, tu faisais du street workout, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, alors, on peut dire que mes tout débuts de handbalancing, ça a été, euh, je dirais, un tout petit peu avant le premier confinement. Donc, c'était en 2020, il me semble. J'avais commencé à travailler le headset à ce moment-là, mais sans optique de vouloir vraiment progresser ou quoi dessus, juste histoire de l'apprendre parce que je trouvais ça super stylé à faire et Ouais, ouais. que ce soit en termes de sensations et tout, même visuellement, genre, bon, c'était à l'époque, mais tu vois, pour se la péter au lycée, etc. Alors qu'en vrai, bon, bah, pas quelque chose de si fou que ça. Et du coup, est arrivé le premier confinement, et c'est là où je me suis dit, bon, il y a rien à faire, entre guillemets, on peut pas sortir de chez soi. Ouais, ça a été le Faut que déclic, je trouve quoi. un truc. Ouais, et il faut que je trouve un truc pour m'occuper. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'avais vu une vidéo d'Eric Flag. Il me semble que c'était la vidéo où il présente toutes les figures de street workout avec Ah oui, c'est une vieille les vidéo, celle-là, ouais, je me qui pèsent. rappelle. Ouais, elle date d'il y a 6 ans. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. C'était une vidéo qui présente toutes les figures, l'ordre de difficulté, etc., la force qu'il faut. Bon, même si maintenant, à l'heure actuelle, quand je la regarde, il y a plein de trucs où je me dis, je le mettrai pas là, ça demande pas autant de force que ça, etc. Mhm. Bon, après, c'est avec Ça, c'est avec un l'expérience. regard extérieur. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est Ouais, ouais, ça. bien sûr. Et du coup, là, j'ai vu. euh, du coup, à l'époque, c'était la straddle planche où je me suis dit, waouh, je veux trop faire ça. Ah ouais, ça, oui, bien Et du coup, sûr. j'ai commencé à m'entraîner là-dessus. Donc, j'avais fait énormément de planches. Et avant ça, j'avais fait pas mal de renfo. Donc, d'ailleurs, ce que je conseille à peu près tout le monde qui veut commencer ce sport, hein. Ouais, on en reviendra. On en reviendra. D'abord, je veux juste focaliser un peu sur ton passé et après, effectivement, on reviendra un petit peu aux conseils que tu donnerais, à tous les tips que tu donnerais aux gens qui se lancent là-dedans, quoi, tu vois. Donc, si je reviens, vidéo d'Eric Flag, et là, déclic. Là, déclic. Et faut savoir que, en fait, peu de temps avant le confinement, donc en tout cas, je donne mon point de vue par rapport à moi, comment je l'ai vécu. Donc, pendant le premier confinement, j'étais en première. Il faut savoir que mon année de seconde que j'ai fait juste avant, euh, j'avais un bon surpoids quand même. J'étais un ancien gros. Ah Et ouais, du coup, l'été, de ma seconde à ma première, je me suis dit, j'en ai marre, il faut que je change. Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain sur un coup de tête. Et depuis, j'ai superbe. gardé une plutôt bonne diète. Et ça m'a permis de perdre, je crois, 16 kilos, il me semble, en tout. Ok, donc alors, Ce qui est énorme, hein. Ce qui est vraiment bien énorme sûr, par bien rapport sûr. à l'âge où j'avais. Résume-moi un petit peu, Tom. Du coup, tu as perdu combien de. Alors, tu viens de dire le chiffre, mais je veux dire, avant, tu faisais quel poids? Alors, je dirais autour de 80.
80 kilos Mais, pour 1 mètre combien? alors là, actuellement, je fais 1m80, mais avant, je pense qu'en seconde, j'étais peut-être autour d'1m65, peut-être. Ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, physiquement, je me plaisais pas, j'étais gras, enfin, moi, j'avais un physique vraiment disgracieux. Enfin, Ouais, ouais, non, pour mais pas moi. de souci, ok, très bien. Et du coup, c'est venu là que j'ai perdu énormément de poids. Ah oui, là, oui. Euh, et après ça, du coup, j'ai vu la vidéo d'Eric Flag que je te disais, qui m'a donné envie d'apprendre la planche. Et du coup, le handstand que j'avais appris un peu en parallèle de ça. Donc on va dire, excuse-moi, mais on va dire du coup, tu as découvert la vidéo d'Eric Flag, en parallèle, toi, tu as perdu du poids, tu as commencé à t'intéresser au street workout et au handstand en même temps. Ça s'est fait plus ou moins en même temps. Ouais. En fait, sur un petit laps de temps, je dirais sur 6 mois, il y a tout qui s'est fait plus ou moins en parallèle, mais sans forcément que ce soit lié au début. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, Eric Flag, il parlait déjà de front, de muscle up, de straddle planche, etc. Des mouvements qui sont vraiment des mouvements de calisthénie pure. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où tu t'es dit, quelle est la transition entre les planches, le front lever, les muscle up et la culture du handstand? C'est quoi le moment? Alors déjà, il faut savoir que pour le front, à dire que je me suis jamais vraiment bien entendu avec lui. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été bon. Enfin, je me suis arrêté à 3 secondes de front et c'est tout. Ouais. Et en ce qui concerne le set and reps, c'est pareil, ça m'a toujours ennuyé. Donc tout ce qui est muscle up, traction dips, j'en ai fait au début pour me renforcer, mais c'était pas un plaisir. Et du coup, pour le passage de la planche au handstand, bah, ça a été une blessure. Je me suis blessé très fort au poignet gauche. Donc c'est-à-dire que j'en étais à un point où j'avais le poing serré et je ne pouvais plus ouvrir ma main du tout, tellement j'avais mal. Suite à des entraînements de Ça planche? À cause des entraînements planche. Ça a été une planche que j'ai faite. Juste après, j'ai senti un truc vraiment bizarre. Et Ah ouais. depuis, pendant 3 semaines, j'ai plus réussi à ouvrir Impossible d'ouvrir le poignet, ok. Impossible de faire quoi que ce soit avec. Même d'écrire avec un stylo, je ne pouvais pas. D'accord. Et du coup, là, je me suis dit, bah merde, je peux plus m'entraîner, faut que je trouve un truc à faire. Et là, je me suis dit, bon, je vais tenter d'apprendre le one arm handstand. Mhm. Ouais, ok. Avec, du coup, bah, ma main droite qui était saine et ma main gauche qui était blessée. Ça devient sportif, hein, quand même, les essais comme ça. Sur mes débuts d'apprentissage, ça a été vraiment genre main droite bah, du coup à plat au sol et main gauche du coup avec le poing posé au-dessus Ouais, directement bien parce que sûr. ça me faisait pas mal plus que ça, à part évidemment aux phalanges etc. Mais ça c'est normal, c'est le poids et les frottements qu'il y a dessus, mais Mhm. pas lié fondamentalement à ma blessure. Et de là je commence à faire quelques essais de handstand. Évidemment je recommande absolument pas de faire ça, c'est complètement débile, c'est juste une perte de temps. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, entre guillemets, grâce à ça, je débloque mon One Arm Handstand avec une forme horrible, mais j'ai réussi à tenir 3-4 secondes. Allez, un essai sur deux, un essai sur trois, au bout un an et demi. Donc, ce qui était une progression assez lente, euh, même si j'avais un bon malus au départ. Mhm. Donc, tu as démarré Du coup, directement handicapé de la main, et puis tu as continué, quoi. ouais. Donc, vraiment, le handstand, c'est venu enfin, le One Arm, en tout cas, c'est vraiment venu à cause d'une blessure. Et je Mhm. pense que si je m'étais pas blessé à ce moment-là, Tu serais peut-être resté sur je les serais planches et toujours en tout, train ouais. de faire de la planche. Mhm. D'accord. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu t'es dit, bon, je pense qu'en fait, je suis peut-être pas spécialement fait ou c'est peut-être pas forcément mon truc, les planches, les forces épaules, les front levers, etc. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bon, ben, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas Oli Nonsten? Bah, c'est ça, ça s'est pas fait d'un coup, par contre. J'ai continué à entraîner ma planche à un moment derrière, après avoir récupéré ma blessure. Mais en fait, petit à petit, mais inconsciemment en plus, hein, pendant mes trainings, ma répartition entre mon entraînement planche et mon entraînement handstand, il diminuait. En gros, je faisais de moins en moins de planche et de plus en plus de handstand, mais sans forcément que. Ça, sans me forcer à le faire et sans m'en rendre compte réellement, jusqu'à que je passe à un all-in handstand et que je Ok, n'entraîne que super. ça du coup. Alors, du coup, je sais pas si tu veux continuer qu'on parle au niveau de ton passé. J'aimerais bien passer, moi, un petit peu aujourd'hui à tes trainings, ce que tu fais, tout ce que tu entreprends là aujourd'hui dans tes entraînements, tes souplesses, etc. Est-ce que tu as d'autres choses un peu
à nous expliquer sur là ton passé de streeteux, ou on peut passer directement maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le hand balance, pur et dur. Bah, je pense qu'on peut passer directement. Alors, très bien. Ouais. Écoute, Tom, moi c'est très simple, j'ai envie de te poser une seule question. Aujourd'hui, quels sont les moves que tu as? Alors, j'en ai pas mal. Alors écoutez bien, parce que en général, les gens qui ont tous ces moves-là, il n'y en a pas beaucoup en France, je trouve. Donc, Déjà, nous t'écoutons. déjà bah, j'ai tous les mouvements de base, entre guillemets, donc de force, donc toutes les presses. Ouais, les press handstand, ouais. Euh, les press handstand, que ce soit bras pliés, bras tendus. J'ai Stalder. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est la montée en force, entre guillemets, de gymnaste En en straddle. partant du L-sit en straddle Ouais. et gardant les bras tendus tout le long de la montée. Mon handstand à deux mains, je l'ai comme je veux, entre guillemets. Enfin, j'ai plus aucune difficulté, donc je peux le tenir où je veux, quand je veux, comme je veux, autant de temps que je veux, en faisant ce que je veux avec mes jambes. Mass handstand, combien? En termes de hold, Ouais. un peu plus de 5 minutes. Bon, 5 minutes, c'est extraordinaire. Pour donner un ordre d'idée, en ce moment, je suis une formation de quelqu'un qui est très, très, très bien placé dans la balance. Et actuellement, je fais des séries de 45 secondes à 1 minute. Pourtant, j'ai un bon niveau en handstand. Et genre, c'est très, très dur. Je peux vous garantir que c'est très, très dur. Alors que là, il annonce un 5 minutes tranquille, sans plier les sourcils. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Ok, donc 5 minutes de handstand, très bien. Et pour l'anecdote, pour donner un ordre d'idée, le record du monde de hold en handstand à deux mains, c'est 1 minute 12, il me semble, qui a été fait par Valeria Davydenko. Donc c'est pour dire que en soi 5 minutes c'est énorme, mais comparé à certaines personnes évidemment, qui sortent d'un autre monde, clairement, parce que pour en arriver à là, c'est monstrueux, ça reste dérisoire. 1 minute, ça va là? Non, non, 1h12. Ah, 1 heure? Handstand à Parce que deux t'as mains. dit 1 minute, je crois. Je crois que t'as dit 1 minute. Bah, 1h12 du coup. 1 heure 12, ouais, non, là c'est n'importe quoi par contre. C'est une aberration. Ouais, non, là c'est n'importe quoi. Très bien. Complètement fou. Bon, alors du coup, tu me dis toutes les presses, tu les as. Tu as handstand 5 minutes, c'est vraiment considérable. Euh, alors moi, est-ce que je te dis, est-ce que tu as le flag? Est-ce que tu as des deux côtés? Est-ce que, vas-y, dis-moi, fais-moi rêver. Alors, j'ai du coup un très bon hollow back. Ah ouais, très important ça. J'ai un bon seven avec une bonne fermeture d'épaule. Seven, Tout ce c'est? qui est, c'est plus ou moins le hollow back dans l'autre sens. Donc en gros avec une fermeture de la hanche. Ah, le pike, le pike, Ouais, ouais. d'accord, ça s'appelle ça Seven. Oui, donc c'est un 7. Alors, ouais. Et du coup, on va attaquer un peu les choses sérieuses. Ah oui, ah Le oui, one arm. ah oui. Faut savoir que j'ai bah du coup, à cause de ma blessure, j'ai un gros retard sur mon bras gauche. Il me semble que j'ai un record à 16 ou 17 secondes en straddle sur mon bras gauche en one arm. Ça, 17 secondes déjà, c'est vraiment, vraiment très chaud. Ouais. J'ai un record à 1 minute 06 sur mon bras droit en Ouais. straddle. Donc là, on arrive dans un monde un peu. D'accord. Euh, Sur mon bras gauche, ça va aller vite. J'ai straddle, diamond, semi-straddle et hook flag que je maîtrise plutôt bien. Ouais. En one arm, évidemment, tout. Et à droite, alors là, il y en a un paquet. Honnêtement, j'en suis arrivé à un stade où mon bras droit, et j'ai plus besoin de me concentrer pour tenir quelque chose. Ouais, ouais, je vois. Donc, T'es en fait, tellement à l'aise que. je suis à l'aise sur quasiment tout. J'ai tous mes one arm flags. J'ai le FIGA. Ah, Figa, c'est incroyable ça. Je le Ouais. travaille encore un petit peu, mais j'ai le deep FIGA. Deep Figa, c'est-à-dire? C'est en gros, tu as le FIGA où tes jambes sont parallèles au sol. Et tu Ouais. as le deep où tu vas venir essayer de casser le plus possible tes jambes. Ouais, les jambes carrément près du corps, quoi. Ouais. D'accord, ok. Je suis en train de travailler petit à petit le Twisted FIGA ou le Over FIGA, ça dépend, ça a deux noms différents. Ok. C'est quand tu pars d'un FIGA classique, tu vas venir attraper du coup ta jambe basse de one arm straddle, donc c'est celle qui est à l'opposé de ton bras théoriquement, Ouais. et tu vas venir la pousser du côté où il y a tes doigts de ta main d'appui pour que tes jambes partent en direction de tes doigts. En gros, Ah ça ouais, fait un je FIGA vois. avec un quart de tour en plus. Ah ouais, je vois. Ok, très bien. Après, j'ai chandelle, donc full bras collés au corps, sans problème. J'ai pas mal de transitions. Je commence à contrôler une négative one arm press.
Ouais, alors ça, on va y venir. Juste pour faire la synthèse avec tout ce que tu as dit. Donc, moi, rapidement, j'ai fait 10 ans de street. Quand on me dit one arm, handstand, etc., ça va. Et encore que les streeteux ont vraiment une fâcheuse tendance à faire les one arm que d'un côté. Donc là, tu avances 17 à 20 secondes sur un bras faible et presque 1 minute sur un bras fort, plus toutes les variantes. Parce que, voilà, si je fais la comparaison avec le street workout, c'est rare les gens qui lâchent des flags. C'est encore, je trouve, très rare. Alors, encore plus les FIGA et tout ce que tu viens de dire juste avant. Bah, surtout les FIGA en street workout, on en voit Ah, c'est aucun. très très dur. D'ailleurs, on va en parler parce que pour faire FIGA flag, il faut un truc impérial, c'est la souplesse, la mobilité. On en parlera tout à l'heure. Mais du coup, voilà, pour donner un ordre d'idée, moi je suis un athlète de street qui a duré 10 ans dans ce truc-là. Et voilà, tout ce qui me sort là, tout ce qu'il est en train de dire Tom, que ce soit les FIGA, les deep FIGA, les flags, etc., c'est des figures qui prennent normalement beaucoup de temps à être masterées, à être maîtrisées, à être complètement maîtrisées. Ouais, c'est ça, c'est le mot. Et du coup, voilà, on a vraiment, moi j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de t'interviewer, Tom. C'est un grand honneur. Du coup, bon, je te laisse terminer, mais tu parlais tout à l'heure du one arm press. Tom, mais où ça? Parce que pour synthétiser un petit peu, le one arm press pour moi c'est the move de N-Balance. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. The move qui de force, de souplesse, de technique, de maîtrise. Bah, pour moi, il y en a deux, des gros moves de hand balance qui font que pour moi, genre, à partir du moment où t'as au moins un des deux, t'es monstrueux. Du coup, t'as la one arm press comme tu disais. Et il y a le croc to one arm. C'est partir du one arm elbow lever pour les streeters qui nous écouteront. Ouais, Et kick en one arm handstand avec l'élan. monstrueux. Donc sans reposer la deuxième main au sol, c'est monstrueux. Ouais. Ça pour moi c'est un niveau de maîtrise. Et encore il y a des handbalanceurs qui ont poussé ce move là encore plus loin. Par exemple on peut prendre Mukamadi Sharifzoda qui a fait ça avec un switch de main au moment du kick. Du coup c'est monstrueux parce qu'il commence main droite en elbow lever et il finit main gauche en one arm. Alors attends, elbow lever, c'est bien quand t'es sur le côté, t'as un espèce de flag avec le coude sur le genou. C'est quand t'as le coude posé sur le bas de ton ventre. Et Ah non, oui, d'accord. Elbow lover. Non, je voyais autre chose, d'accord. Elbow lover, ouais, ça c'est monstrueux. Après, tu peux le performer sur sol, ça? Oui, ça a déjà été fait. D'accord. Parce que je voyais ça plus sur canne, moi. Ouais, effectivement. Bah, sur canne, c'est plus facile parce que tu peux On y reviendra après, utiliser hein, plus les de supports. momentum avec tes jambes. Mais au sol, c'est clairement faisable, hein. Il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Je trouve que t'as moins d'impulsion à mettre au sol que sur canne, bien sûr. Typiquement, je sais pas si tu le sais sur Instagram, mais Ryan Hand, Pas du ce tout, là. mec-là, il est, je t'en parlerai plus tard, mais ce gars-là, il le fait au sol, mais sans aucun problème. Ah, c'est monstrueux. Et en fait, il kick à peine. En fait, il maîtrise tellement son élan que il arrive super facilement en haut. Et puis le fait, du coup, bon, on en revient à la souplesse, mais qu'il soit très très souple, ça lui permet de gratter en amplitude et de pouvoir se placer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement Ouais. qu'un athlète qui n'est pas souple. Donc, résumons les deux moves pour toi où tu te dis, par exemple, je sais pas, tu vas dans un parc, tu vas dans une séance d'entraînement, en coulisses d'un cirque ou quoi, tu vois quelqu'un en train de faire one arm press ou tu m'as dit crop to, redis-moi, One arm, crop to one arm. Donc, typiquement, tu te dis, là, un des deux moves, il est monstrueux. exactement. Et toi, Et tu te places où, toi? par rapport à ces moves-là, Ah, bah oui. bah honnêtement, le croc to one arm, j'y suis vraiment pas. Voilà. Et la one arm press, j'ai euh, à peu près les 2 tiers de la négative qui sont contrôlés. Est-ce que tu fais comme beaucoup de gens qui n'ont pas encore one arm press, tu plies une jambe pour monter? J'ai déjà vu. En vrai, J'ai déjà vu des gens qui partent donc L-sit one arm et ont même poussé parce qu'il faut vraiment beaucoup de force. La jambe qui est la plus haute, il la plie légèrement pour monter plus haut. bah ça aide. En tout cas, quand t'es en manque de force, clairement, pour t'aider à monter. Mais c'est pas ça vraiment qui va te créer ta force, hein. Ouais, ouais. Déjà, juste partir du one arm L-sit et monter ses fesses au-dessus de son épaule, ça C'est trop demande dur. une force monstre. Et Ouais, en c'est tout vrai. cas, pour moi, c'est la partie la plus dure de la presse, hein. Bien sûr. Donc, Bien sûr. en soi, oui, si tu plies ta jambe, ça facilite la chose.
Ouais, mais ça reste un mouvement Mais monstrueux quand même. ça restera monstrueux, oui. J'ai déjà essayé, alors pour la petite idée, bon, moi je fais des full planches, je fais des fronts, donc j'ai quand même un, un corps, si tu veux, CORE, un corps assez entretenu, assez athlétique. J'ai essayé par pure curiosité avant de faire cette interview, one arm press avec deux élastiques de 20 kilos. Donc je peux te dire que je volais. Et j'ai essayé ça sur barre. Je n'ai même pas réussi à faire le L-sit sur un bras, quoi. Et après, pour pousser, je t'en parle même pas, quoi. Mais vraiment, le LC One Arm, c'est super dur. Ouais. Honnêtement, hein, moi, le LC One Arm, je galère alors que j'ai plus d'une minute de One Arm à droite. Enfin, c'est pour dire à quel point c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On peut avoir un One Arm parfait qui tient avec une aisance de fou et galérer sur un One Arm L-sit. Ouais. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ouais, c'est mon cas. En fait, d'un move où ton bassin il est au-dessus de tes épaules, à un move où il est en dessous de ton épaule. Du coup, c'est vraiment deux types de forces qui sont complètement différentes. Ouais, bah, c'est mon cas. Hein. Moi, j'ai 20 secondes de one arm à droite. Et pourtant, je n'arrive pas à tenir ne serait-ce qu'une seconde le site one arm. Je trouve ça très très dur. Ok. On va avancer un petit peu dans cet entretien. Moi, j'ai envie de parler un petit peu de ton entraînement aujourd'hui, Tom. Ton entraînement à la semaine. Qu'est-ce que tu mets dans tes entraînements? Souplesse, équilibre, technique, ton volume d'entraînement. Fais-nous un petit peu un résumé de tout ça avec un max de valeur ajoutée comme tu sais faire. Alors déjà, en ce qui concerne mon volume d'entraînement, je tourne entre... Ça dépend si j'ai le temps de m'entraîner ou non, mais au minimum 5 trainings et du coup au maximum 7 trainings par semaine. D'en moyenne 2h30 à 4-5 heures. Donc déjà, là, tu affiches des chiffres qui sont monstrueux. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. C'est énorme. Je vais faire le calcul. Hein. Ça fait presque 25 heures quand tu es vraiment au max, quoi. C'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux rajouter une journée de training par semaine, quoi. Évidemment, quand je dis 2h30 à 5 heures par semaine, par training, c'est en prenant en compte l'échauffement, les étirements, Bien sûr. genre, la technique, enfin tout compris. Hein. Mais ça va être par exemple sur une journée très lourde, 5 heures d'entraînement où tu vas t'occuper à fond de ton corps, souplesse, mobilité, flexibilité, tous tes warm-up, toutes tes gammes et tout ça sont compris dans les 5 heures. Hein. Voilà, ne pensez pas qu'il va faire 5 heures de one arm, c'est pas possible. Ouais, non, le mec est hermétique. Pour l'avoir déjà fait une fois, faut savoir que mon plus gros training ça a été 8 heures. Ouais. Je recommande pas. Enfin, le lendemain, j'avais plus de poignets, je pouvais plus poser mes mains au sol. Vraiment, c'est complètement débile de faire ça. Ou alors, si vous voulez le faire, déjà, il faut avoir un minimum d'expérience et c'est de scinder en 2 entraînements dans la journée. Ouais, il faut faire 2x4 qu'une fois 8. Parce que là, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que recommandent les professionnels. Hein. De toute manière, j'ai un peu creusé la question. Juste, donc, tu annonces ce chiffre-là. On va dire, allez, dans une séance type, ça va être 2h30, 3 heures. Qu'est-ce que tu mets dans ces 3 heures, toi? Déjà, faut prendre en compte mon échauffement qui dure entre 45 minutes et 1 heure. Entre déjà le réveil musculaire où je fais je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une toute petite séance de yoga pour réveiller un peu toutes mes articulations. Ouais. Ensuite, je vais venir m'étirer. En fait, redonner à mon muscle sa longueur d'origine pour être à ma souplesse max naturelle, donc pas après un travail de souplesse. Ouais, ok. C'est important de comprendre la différence entre les étirements et les assouplissements. Donc là, vraiment, je viens juste redonner à mon corps ma souplesse max que j'ai en temps normal quand je suis chaud. Pour pas me sentir coincé, en fait, sur tous mes... Par exemple, en straddle, ne pas me sentir coincé au niveau des hanches, ne pas avoir les ischio-raides, par exemple, sur tout ce qui est les presses, avoir les obliques réveillés pour les flags, etc. Donc ça, déjà, ça me prend un bon moment. Je dois être sur Allez, la séance de yoga plus ça, je dois être à un bon 20-25 minutes. Ouais, ok. Et après vient le moment où je me mets sur mes mains. Donc, en général, je commence par un 80% de mon max hold. Donc, en moyenne, j'essaye de tenir entre 3 et 4 minutes 30. Ça dépend des jours si je suis fatigué ou non. Donc, juste après l'échauffement, c'est max hold, quoi. Ouais, direct. Ok. Parce que, évidemment, pour quelqu'un qui maîtrise à peine Swensen, commencer sa séance par 4 minutes de hold, c'est complètement débile.
Mais vu que moi j'en suis à un stade où mon corps il connaît la position par cœur, j'ai Bien sûr. aucune Tu difficulté à te ça. connais Je aussi, hein, peux tu connais. respirer, je peux parler en même temps, je peux faire tout ce que je veux en même temps. C'est pas dangereux pour moi. Enfin, c'est vraiment mon échauffement. Mhm. Et après ça, je prends une petite minute ou deux de récup histoire de délayer un peu le sang que j'ai dans les avant-bras parce qu'à la fin, bah, c'est clairement une brique, hein, ce qui est normal. Ouais. Ouais. Et après, j'attaque du coup ce qu'on appelle mes gammes. On a pu en parler l'autre fois par Instagram, donc les entries et Les drills, ça. les drills. Ouais, ouais. Du coup, pour ceux qui savent pas, les entries, c'est donc toutes les entrées en handstand. Donc en street, globalement, il y en a qu'une seule, c'est entre guillemets tip gym. Donc on part pied décalé en fait, un pied au sol et puis l'autre qui envoie derrière pour faire monter le bassin. Mais en balancing, on en utilise plusieurs. Donc il y a celle-là euh, qui est faisable des deux côtés, que jambe gauche devant et jambe droite devant. J'essaye de faire 10 reps par type d'entrée. Donc là, je fais 10 jambe gauche devant, 10 jambe droite devant. Ouais. Je fais 10 montées en tuck. Donc je pousse, je reste groupé tout le long. Je me place. Je tiens une seconde, je redescends. Super, ouais, c'est ça. En straddle, bah, même chose, mais du coup, je pousse en écartant les jambes pendant la montée. Et carpe, du coup, les deux jambes serrées. En fait, un peu comme une montée en force qu'on ferait Mhm. en street ou quoi que ce soit, mais sauf que juste au lieu de forcer avec ses épaules, on pousse dans ses jambes. Et c'est juste pour automatiser et réguler au maximum sa fréquence de hold. Alors, déjà, c'est. Alors, Vous verrez, vas-y. alors juste, j'aime bien un peu synthétiser, résumer, parce que c'est important ce que tu dis. Parce que tu balances des chiffres, mais il faut bien que les gens comprennent que c'est plus que des chiffres. Déjà, tu t'échauffes, tu t'entretiens le corps avant de lancer quoi que ce soit. Il n'a pas lancé encore une scène, il est déjà à 1h30 d'entraînement. Et ça, il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'athlètes de street qui le font. Parce que j'aime bien faire le parallèle avec le street workout. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui le font. En général, un échauffement de street pour avoir fait beaucoup de compétitions, etc., c'est 10, 15, 20 minutes. Et encore, on est Et gentil quand encore, on ouais. s'entraîne, quand on s'échauffe. Et toi, tu me dis que donc tu as des one arm à gauche, à droite, machin, mais tu lances 1h30 d'échauffement. Et en fait, après cette heure et demie, tu vas passer presque encore 1 heure full handstand pour ensuite passer sur. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Mais T'es plus que chaud après. bah, en fait, c'est simple, c'est que si je voulais commencer mes trainings par du handstand et du one arm plus ou moins direct, bah, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je me sens rouillé, je me sens pas réveillé, j'ai l'impression d'avoir de la latence entre ce que je ressens et mes mains. Et du coup, bah, pour du handstand, ça marche pas. Ouais, il faut bien que tu réveilles C'est tes pour ça que. articulations avant de lancer quoi que ce soit, quoi. Ouais. Mais exactement. Ouais. Et du coup, ce que je disais par rapport aux entrées en handstand, euh, il y a beaucoup de débutants qui négligent d'en faire énormément. Parce que en soi, en tout cas, ça a été mon cas, mais pendant ma période d'apprentissage du handstand à deux mains, euh, en fait, le plus dur, c'est pas de tenir, c'est de se placer au bon endroit pour pouvoir tenir. Ouais, 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 c'est vrai. Parce que c'est bête, mais par exemple, tu vas prendre le handstand, tu te mets contre un mur, t'expliques à la personne comment faire, elle arrive à tenir avec le mur en utilisant ses doigts, même s'il est là pour attraper au cas où. Mhm. En soi, fondamentalement, tenir un handstand, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais par contre, se placer au bon endroit pour pouvoir tenir derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus dur et de beaucoup moins régulier, en tout cas quand on Ouais. commence. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger ce truc-là pour l'avoir à chaque fois, en fait. Je suis d'accord Et avec là, toi. je prends l'exemple du handstand à deux mains, mais je fais exactement la même chose pour le one arm derrière. Je vais en parler dans 2 minutes, mais c'est fondamentalement la même chose. En fait, Et tu appliques la même méthode d'entraînement pour tes handstands que pour tes one arm, en fait. C'est ça? C'est ça que tu es en train de te dire. oui, absolument, Ouais. absolument. Tu as une vraie méthode de travail bien ficelée, en tout cas, hein. Ah oui, bah en fait, en soi, mes trainings sont pas structurés à l'avance en me disant je vais faire Ouais, mais tu as un ordre X d'idée à série l'avance, de quoi. tel mouvement, etc., etc., etc. Par contre, j'ai mes blocs, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de séances qui sont déjà préfaits. Donc, j'ai ma séance de yoga, mes étirements, mes gammes. Euh, Dans mes gammes, j'ai un ordre bien précis et après, j'attaque le gros de la séance. Ouais. Et alors, ta flexibilité, ta mobilité, elle intervient quand, là? À la toute fin.
Ah, c'est tu Donc en tu gros, te tires qu'à la fin. je la réveille au début avec les entrées en handstand, etc. En fait, vu que je les fais d'affilée, mes séries, Ouais. en gros, je me tape 50 reps d'un coup. Ça fait énormément monter mon rythme cardiaque et ça échauffe mon bas du corps parce qu'à pousser dans mes jambes pour 50 reps, bah, ça fait bien chauffer les jambes. Ouais. Et en fait, à partir de là, et du coup, avec le restant de la séance qui suit, je sais qu'à la toute fin de mon training, je vais pouvoir m'assouplir, du coup, cette fois-ci, sans aucun problème, sans avoir de douleur quelconque, autre que celle des étirements, sans problème. Ouais, mais c'est une méthodologie de travail qui est pas non plus illogique. Moi, je sais que Après, je m'étire avant, après, pas pendant, mais avant, après. Ouais. Donc toi, tu fais, on va dire que moi, tu fais un réveil articulaire avant et je puis tu. m'étire avant et je m'assouplis à la fin. Ouais, voilà. Et du coup, pour en revenir à mon échauffement, euh, du coup, comme j'ai dit précédemment, je fais mes entrées et après, je fais tout ce qui est qu'on a appelé drills. C'est des transitions en fait en handstand. Par exemple, moi, je vais donner les miennes. Mais en gros, par exemple, je vais commencer par 10 straddle to full. Donc, je commence en handstand en straddle et je fais 10 straddle to full tout simplement en Ouais. contrôlant à chaque fois. Après, 10 tuck to full, 10 tuck to straddle. Et après, je peux commencer à faire des choses un peu plus complexes. Par exemple, il y a pas mal de mouvements de jambes qui sont faits en balancing, en cirque, etc., qui sont très jolis. Par exemple, je pense notamment à la vague. Je sais pas si tu vois. Oui, alors attends, ça Non. dépend de quelle vague parce qu'il y en a plusieurs. En gros, c'est tu pars en straddle, tu plies une jambe et Oui, le voilà. genou de la jambe pliée descend d'un côté. Voilà, c'est celle que Tu j'avais en tête. retends, tu plies la jambe opposée, tu redescends et C'est celle tu que fais une fait, vague. c'est celle que fait beaucoup André Bonarenko, du coup, pour le coup. Oui, Voilà. Ok, qui est un des exactement. meilleurs hand balancers, enfin en tout cas moi, de ce que je vois, qui est vraiment très très performant. Donc ouais, donc c'est ce que tu me parlais, donc la vague. Là, en l'occurrence, en ce moment, je suis sur ça, mais en fait, faut pas hésiter à rajouter un maximum de ludique dans ses entraînements pour éviter de se lasser, clairement. Ouais, Moi, la vague, j'apprends ça parce que esthétiquement, je trouve ça très joli. Et mine de rien, en fait, le fait de se concentrer sur à quel moment, genre, plier sa jambe, à quel degré faut s'incliner ouais, sur c'est le de la côté, synchro, hein. par C'est de la rapport à synchro. l'autre, c'est de la synchro. Et en fait, en faisant ça, inconsciemment, tu travailles sur ton handstand, sur ta facilité de le réguler, de pas tomber, et de faire bah, du coup ce qu'on appelle de. Et je reviens du coup à ce que j'ai fait en études à la part, à ce qu'on appelle de la double tâche. C'est-à-dire que tu fais deux choses différentes en même temps, et ça fait tellement progresser. Mhm. Là, évidemment, on prend l'exemple des équis, mais ça peut s'appliquer à absolument tout, cette chose-là. Par exemple, je donne un autre exemple, mais on peut, par exemple, là vraiment, ça n'a plus rien à voir avec les équipes, mais par exemple, faire du monocycle et jongler en même temps, et en fait, ça va t'améliorer dans les deux domaines en prenant de base que tu sais plus ou moins déjà faire. Ouais, c'est ça que tu appelles la Et du double coup, tâche, quoi. ça peut s'appliquer à peu près n'importe quoi dans ce que vous faites dans la vie pour le coup. Et c'est Ok, excellent super, pour l'apprentissage. super. Bah, pour la valeur ajoutée, c'est top. Ok, génial. Alors du coup, tu fais tes exercices en handstand, etc. C'est à quel moment où vraiment tu bascules one arm et combien de temps ça dure? Et ben justement, c'est juste c'est juste là. C'est après avoir fait mes entrées et mes gammes et Là, d'avoir ça y est, joué t'es un peu chaud. avec mes jambes, d'essayer des transitions de jambes, des mouvements, machin. Attaque, c'est là où j'attaque le one arm. Et du coup, je vais commencer par faire des décales en piano. Ok. En général, je fais 3 reps de chaque côté, Donc piano, en straddle. pour ceux qui connaissent pas, faut vulgariser. Donc ceux qui C'est connaissent pas, c'est vraiment quand tu pars sur un bras et que l'autre main n'a que les doigts pour s'équilibrer, hein. On est d'accord. On est d'accord. Ok, super. Donc j'essaye de faire 3 reps où juste je me décale, je tiens 3, 4, 5 secondes d'un côté, je me décale 3, 4, 5 secondes de l'autre, histoire de réveiller un peu mon épaule, Travail de transfert de poids, ok, histoire tranquillement. de- Exactement. Je prends une petite minute ou deux de récup, et ensuite même chose en rajoutant du hold. Donc au lieu de rester en piano, je vais tenir mon one arm directement. En Ok. tout cas sur mon bras droit. Mon bras gauche, vu qu'il a beaucoup de retard, euh, il me faut plus de temps en piano avant de pouvoir lâcher la main. Du coup, je fais main droite, je hold, main gauche, piano, etc. Et ça, dans l'idéal, je fais entre 5 et 10 séries. Pas que en straddle, évidemment.
Je peux faire soit des straddles où je viens coller la main en haut pour mon bras droit, et puis le bras gauche, je fais juste hold la main en bas, des décales en full en piano. En fait, j'essaye de réveiller un peu toutes mes shapes, du coup, ce qu'on appelle en hand balancing, donc toutes mes positions de jambes différentes, Ouais, ouais. en tout cas au sol, pour après, quand je passe sur canne, ne plus galérer du tout. Ok. Et donc là cette Et partie one arm, elle dure combien de temps? je dirais un bon quart d'heure. Ok. C'est juste un petit réveil du one arm, hein. Et une fois que j'ai bien mon one arm des deux côtés, je me fais un petit 60-70% de mon max hold de chaque côté. Ok, max hold. Et À une fois droite que et je à me gauche, sens ouais. bien, euh, en tout cas ce qui est d'actualité pour mes trainings, c'est je travaille mes switches, mes hops, on appelle ça, donc les changements de main au one arm, Ok. en remplaçant, par exemple, moi là en l'occurrence, je la prends de la gauche vers la droite, donc en remplaçant la main gauche par la main droite. Donc c'est vraiment pas poser la main à côté, c'est Non, c'est sauté, hein. comme si on voulait la poser dessus pour la remplacer. Mhm. Et du coup là, en général, je me donne 20-30 minutes de tentative pour ce truc-là. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, vient le moment où je monte sur Cannes et on passe où Super. les choses sérieuses commencent réellement en fait. Super. Alors, donc du coup, là, c'est important ce que tu dis. Tu dis, je monte sur Cannes. Mais alors, ça veut dire qu'avant, tu faisais quoi? Du sol? Que du sol, Que du que sol. du Tu sol. fais jamais de bloc, toi? Ça m'arrive. J'en ai fait beaucoup il y a pas si longtemps que ça. D'accord. Alors, on va en En parler fait, juste après, hein, des supports. en fait les blocs rentrent dans ma partie ludique de mon échauffement. D'accord. Donc là, je t'ai dit par exemple pour l'apprentissage de la vague, mais ça peut être totalement autre chose. Par exemple, des montées-descentes sur bloc, Ouais, ouais, ok, super. des allers-retours sur. Par exemple, tu mets 6 blocs en ligne et tu fais des allers-retours. On parlera après Des quatre- des supports parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de traiter avec toi en détail. Mais on finit juste sur ce volume d'entraînement. Donc, tu me dis, tu fais beaucoup de sol. On fait presque 2 heures, 2 heures et demie de sol. C'est monstrueux. Et après, tu te dis, bon, allez, c'est parti. On attaque. On monte sur Cannes. Exactement. C'est génial, hein. Moi, je trouve ça génial. Exactement. Et du coup, le passage sur Cannes, c'est un moment un peu plus fun où je suis vraiment moins cadré. C'est ton côté Évidemment, au freestyle, quoi, début. les Cannes. Exactement. C'est là où je m'amuse vraiment à faire des combos. Donc au début, je travaille mes points faibles techniques. Bah là, je prends en l'occurrence le FIGA où je l'ai, hein, mais c'est pas, je l'ai pas à 100%. Mhm. Je l'ai peut-être 3 fois sur 5, 4 fois sur 5, mais je l'ai pas à chaque fois. Du coup, en général, je commence par, bah, comme j'ai fait au préalable au sol, c'est faire des décales gauche-droite sur canne, ou sauf que cette fois-ci, bah, je hold à chaque fois. Ouais, non, mais de toute manière, là, c'est le gros de la J'essaye, séance. Donc là, ça va être ouais, que du hold, de la clean form. C'est le moment où tu envoies le plus, quoi. C'est ce moment-là. et que le pourquoi je me réveille une deuxième fois, en tout cas quand je repasse sur canne, c'est parce que ça n'a rien à voir Ah oui. avec le sol. Rien à En termes voir, de bien contrôle, sûr. c'est vraiment deux sensations totalement différentes. Du coup, je me dois de me réveiller à ce Je moment-là trouve que, aussi. alors, comment dire, on empiète un petit peu sur la question des supports, mais toi, tu préfères les cannes, on est d'accord? En fait, t'es plus en équilibre sur les cannes. Ouais. C'est Bah, mieux, hein. quitte à choisir un seul support, si je devais ne plus pouvoir pratiquer sur les autres, Ouais, ouais, je bien sûr. pense que je prends les cannes et j'enlève tout le reste. Ouais, ouais. Non, mais je suis pareil que toi. Ok, on en parle juste après. Du coup, là, tu fais tes grosses séances d'entraînement à ce moment-là sur cannes, tu fais tous tes hops, tous tes holds, tes flags aussi, j'imagine, tu fais beaucoup de flags. Ouais. Bah, je fais énormément de combos. Super. Et ça dure combien de de, temps, là, de- le moment où tu es sur les cannes? Bon, en fait, ça dépend du temps que j'ai, mais au moins 2 heures. Ok, super. Et après, à la fin de tout ça, tu vas partir sur un repos musculaire où tu vas vraiment t'étirer à fond. Bah, là, avant la toute fin, je fais un max hold. Mais cette fois-ci en one arm, du coup. Max on one Où je arm. fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Où Ok, j'essaye vraiment de pousser au max mon hold à fond. ça c'est intéressant, très bien. Pour créer de l'endurance, c'est trop bien. Et après, je vais faire un peu d'assouplissement où je vais retravailler mes écarts. Enfin, Super. pousser mes écarts plus que d'habitude, histoire de ne pas perdre en souplesse et même d'en gagner. Et là, c'est la fin du training. Et là, c'est la fin du training. Parfait. Bah écoute, là, je pense que on est vraiment allé en profondeur sur la question. Donc en fait, tu es hyper sérieux, hyper professionnel, je trouve, dans ta manière de travailler. Je te dis ça parce que
moi, en parallèle, j'ai pris une formation donc, de N-Balancing chez André Bonarenko, hein, non, tu le sais, hein, donc, mais je le dis aussi aux gens qui nous écoutent. Donc, chez un vrai professionnel du N-Balancing qui a plus ou moins la même méthode de travail que toi, qui est une méthode vachement minutieuse, où on prend soin de son corps avant d'attaquer quoi que ce soit. C'est typiquement des gens qui sont capables de passer des heures avant de pratiquer leur discipline lors des entraînements, des heures, à s'échauffer, à s'étirer, à lancer des gammes, etc., avant de réellement pratiquer leur art. Je trouve ça juste incroyable. Et oui, bah ça, je l'ai pas dit, mais dans ma pratique, donc quand je faisais du street workout à l'époque, j'avais vraiment un objectif de performance à fond où j'en négligeais ma santé, clairement, hein, où je faisais pas attention à mes Beaucoup de streeteux, malheureusement. où vraiment, bah, preuve, hein, la blessure, etc. Et au moment où je suis passé à fond dans le hand balancing, j'avais déjà comme optique évidemment d'avoir de la perf, mais pas au détriment de ma santé. Donc c'est pour ça que je consacre énormément de temps sur mes échauffements, sur mes étirements, sur faire de la mobilité juste pour pouvoir m'entraîner le plus longtemps possible, en fait. Que ce soit sur un training et sur les années à venir, sur la durée. Parce que alors on va en parler après rapidement, il va nous rester 20-25 minutes pour clôturer l'entretien, mais le N-Balance n'est vraiment pas comme le street workout dans le sens où là on cherche vraiment le long terme. On a des gens qui ont 45-50 ans qui pratiquent encore le N-Balance et qui ont des niveaux incroyables, et pour la plupart, voire tous, s'entraînent et s'échauffent et s'étirent comme des fous furieux. Ah mais clairement. Mais c'est pour ça que le hand balance, c'est clairement si on peut dire, un sport qui est abordable par n'importe qui. Tout à fait. Et on en parlera jusqu'à la fin, effectivement. Mais déjà, contrairement à tous les autres sports, hein, là, on a parlé uniquement du street et du hand balance, mais par exemple, on prend tous les sports co, tous les sports de combat, etc. Il y a énormément d'à-coups et de pression pour les articulations, alors que le handstand, quand il est bien pratiqué, il n'y a aucun à-coup, il n'y a aucun choc, clairement. Il n'y a rien qui peut traumatiser une articulation. C'est que de la résistance. Et encore, parce que même la planche, par exemple, c'est de la résistance, mais la planche va demander beaucoup aux muscles, beaucoup d'articulations. Là, à part les poignets qui sont beaucoup sollicités quand même, ça va. Encore, les poignets, c'est que au début, entre guillemets, de la pratique, parce que c'est le temps de créer, le temps de renforcer les poignets. Ouais. Et le temps d'avoir une bonne forme, parce qu'au début, on commence, on a un handstand en banane, on est un peu écrasé, les poignets prennent un peu. Mais dès le moment où on a un handstand droit et que les poignets sont renforcés, vraiment, ça va mieux. il n'y a plus aucune douleur, il n'y a plus rien du tout. Alors, rapidement, du coup, ton support préféré, Tom, bloc, canne, sol ou barre? Alors, grosse question. On devrait faire un. Si on fait une tier list, si on fait une tier list. Si on fait une tier list, je pense que je dirais. Allez, en 4e position, tu dirais quoi? Oh, les barres, de très loin. Ah, les barres. Les barres verticales. Verticales, barres parallèles. Tout est nul dans les barres. Il n'y a aucun point positif, voilà, je tiens à le dire. Ok. Donc les barres, pour toi, tu n'en fais jamais? Non, plus du tout. D'accord. Parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui sont très très bons en handstand et qui font que de la barre, pour le coup. Ouais, notamment Aloïs. Notamment Aloïs, que je l'avais en tête. Que je salue et que je respecte énormément d'ailleurs par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Mais vraiment, non, les barres, je trouve ça absolument horrible pour faire du handstand. Ok, donc les barres, c'est pas ton grand amour. Le 3e, ça serait quoi alors? Bloc, canne ou sol? Alors, je dirais les blocs, mais parce que. Je suis d'accord avec toi, là pour le coup. Je pense que je me suis pas assez entraîné dessus. Ouais, en fait, je trouve que les blocs, c'est vraiment le support technique. Parce que c'est un mélange de sol, de barre un peu, et de canne. C'est un peu un mélange des trois, où tu peux beaucoup travailler ton équilibre. Et la position des poignets, elle est totalement différente, je trouve, des barres. Et puis même des cannes. Hein. Je prends pas les blocs de la même manière, moi. En vrai, moi aussi, je prends les cannes comme les blocs, en termes de prise. Mais attention, là, contrairement aux barres, où j'ai mis vraiment en dernier juste avant, où concrètement c'est nul, les blocs c'est super utile pour apprendre. Il y a tellement d'exercices à faire, de manière ludique d'apprendre. Ouais, c'est l'exercice de moi encore maintenant. Là, mon one arm, je l'ai des deux côtés, mais je m'en sers encore parce qu'il y a plein de choses possibles à faire. Ouais, les blocs c'est génial. Les blocs c'est extraordinaire pour apprendre. Ça c'est indéniable. Il y a un très bon exercice que je connais moi sur bloc que tu dois faire forcément,
qui est un exercice de transfert de poids où tu démarres au sol, tu as les blocs près de toi et en balançant en fait tes hanches à gauche à droite, tu montes, tu descends des blocs. Ça c'est extrêmement dur. On dirait pas comme ça de l'extérieur, on dirait que ça reste un handstand classique. Mais pour l'avoir pratiqué pendant un bon moment, je trouve ça très 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 technique. Ah oui, oui, hein, mais clairement. Et là, tu as dit le plus évident et le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Moi, il y en a un que j'aime énormément. Bon, du coup, il faut plus qu'une paire de blocs. Mais en gros, tu mets tes blocs sur une seule ligne et tu vas venir te décaler petit à petit, genre à l'opposé de la ligne de bloc, en décalant par le one arm à chaque fois. Et du coup, ça permet de pas être limité sur juste faire un seul aller-retour. Là, tu fais au moins, je crois que tu fais 6 one arm de chaque côté par Ouais, ouais. aller. D'accord. Donc c'est Donc plus c'est efficace. énorme. Super. Et C'est après, trop bien ça. alors après, du coup, après les blocs, c'est compliqué, hein. Sol, canne, je sais que de ce qu'on a dit tout à l'heure, les cannes, ça reste the number one. Ah, le sol, ça peut être Ouais. quand même, c'est quand même vachement pratique, hein. Bon. Bah honnêtement, je dirais le sol en deuxième, même s'il il a énormément d'avantages déjà. Bon alors pour certains c'est pas un avantage, mais c'est le support le plus compliqué à utiliser. Mhm. Ça pour le coup, on peut pas l'enlever. C'est le plus technique. C'est vraiment là où les moves entre guillemets faciles sont les plus durs. Mhm. Enfin tout est beaucoup plus dur au sol en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que les cannes, comment dire, compensent beaucoup, hein. Les cannes avec Mm. la coue et tout, ça compense, hein. Je sais que Et j'ai un bien meilleur équilibre sur canne que sur sol. ouais exactement. Moi par exemple, enfin si on prend mon exemple, mon maximum en chandelle au sol ça doit être 10 secondes. Et sur Cannes, je dois être à 30-35. Ah ouais, donc c'est bien le signe que c'est plus dur. Parce que en fait, ça nous permet, les cannes permettent de compenser plus tard, enfin de se rattraper plus tard, et du coup de limiter au maximum les erreurs qu'on fait. Mm. Moi, je sais que sur mes holds sur Cannes, il y a tellement de moments où je me dis, là, si j'étais au sol, je serais tombé mais 10 000 fois, tu vois. Ah ouais, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec ton analyse. Ouais. Le sol, je trouve que c'est vraiment le support le plus difficile. Après, attention, hein, faut mettre un gros warning là-dessus. Pas n'importe quel sol, hein. Les soft Oui. ground, il faut éviter absolument les sols mous. C'est la terreur de tous les balancers, les sols mous. Ah oui, Ça ruine les poignets. ça faut savoir. On en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais plus tu t'entraînes ton handstand et plus t'es bon et plus t'es je sais pas comment dire. Tu fais attention à quel sol sur lequel Tu es vas t'entraîner. exigeant. Tu es exigeant sur la qualité du Exactement. sol. Tu vas pas t'entraîner sur un sol basic fit tu Moi, vois, je ouais, sais qu'un, les puzzles qui mettent par terre, là, non, tu t'entraînes pas sur ça. moi, je sais que vraiment, hein, les sols trop lisses, j'aime pas ça. Quand c'est trop rugueux, j'aime pas non plus. Je suis pareil que toi. Évidemment, les sols irréguliers, donc genre l'herbe et tout, c'est même pas la peine. Les graviers, c'est même pas la peine. Euh, Vraiment, je suis de plus en plus pointilleux sur les sols sur lesquels je Non, m'entraîne. c'est C'est pour ça que le d'ailleurs, sol hein, ok, mais pas n'importe quel sol, quoi. c'est pour ça que d'ailleurs, hein, dans ma voiture, j'ai une planche en bois Ah, la fameuse planche. qui fait ma largeur d'épaule avec ma longueur de main, enfin, qui est Ça, c'est, je sais pas mesure si. pour moi. Je Pour sais- avoir mon, Oui, vas-y, ouais, dis-moi, pardon, excuse-moi. pour avoir, en fait, ça me permet d'avoir mon sol à moi où je veux. Et du coup, je sais très bien que même si je dois m'entraîner sur un sol de merde, bah, je peux quand même m'entraîner sans problème. Ça, c'est un des accessoires, la planche à hand balance. C'est un des accessoires les plus indispensables, je pense, qu'un vrai hand balancer peut avoir avec des blocs. Tu vois, des trucs transportables, tu vois. Maintenant, il y a les cannes aussi qui peuvent être beaucoup transportables. Je vois qu'il y a de plus en plus de marques qui investissent là-dedans en faisant des cannes portables, pliables, etc. Mais si vraiment on reste sur de la base, les deux accessoires qu'il faut tout le temps avoir, les gars, c'est bloc et une table. Une planche. Ah, franchement, c'est le top. Les cadres, c'est vraiment du. Alors, je dirais pas que c'est du superflu, mais en tout cas, quand on commence, c'est vraiment pas nécessaire C'est dans pas t'acheter. nécessaire. Ouais, ouais, effectivement. Et surtout vu le prix que ça coûte, parce que c'est super cher des cannes. Donc, Ouais, ça dépend fait- de ce que tu cherches. Après, ça dépend de la hauteur, ça dépend du nombre de cannes que tu veux. Parce qu'il y a... ah oui, mais moi, quand je parle de cannes, je parle vraiment des cannes hautes. Voilà, les cannes hautes. Alors, Ah, les c'est le plus dur. semi-hautes C'est le plus à cher. 30 cm, on s'en fout, quoi. C'est le plus cher. Les cannes hautes avec plusieurs cannes, donc tu as de 2 à 5 6 cannes des fois. Alors là c'est quasiment un SMIC, hein, pour les 5 6 cannes en hauteur comme ça. Pour peu qu'elles soient pivotables, c'est la mort. Plus que ça, hein.
plus que ça, hein. Je sais que j'avais un peu regardé le prix des cannes, en tout cas chez Acrobatic Shop. Donc, c'est ceux qui fournissent les grosses compagnies de cirque euh, pour le handbalance. Des grosses cannes comme ça avec plein de tiges, plein d'auteurs différentes et des roulements à billes dans les blocs. euh, Ça peut monter jusqu'à 3 4 5 000 euros. C'est super cher. Parce que c'est du fait main. Hein. Ils font pas, il y a pas de grande série là. Puis ouais, c'est ça, c'est surtout qu'ils peuvent pas produire Ah non, non. en grande quantité comme. Ils doivent pas en vendre tous les mois non plus, tu vois. Et c'est pour ça que même des cannes, bah, comme j'ai moi, en l'occurrence, j'ai celle de Goreletics. euh, Elles sont à 240 euros, il me semble. Ça reste super cher pour quelque chose dont. Moi, je sais que quand je les ai achetées, j'allais m'en servir. Mais si on se dit, bon, je vais acheter des cannes parce que Ah j'ai oui, envie de commencer le faut être handstand, sûr ça de se soi fera là. pas. Ouais, ouais, faut être sûr de Ouais, soi. voilà. Et surtout que elles sont hautes. Et quand on tient à peine un handstand au sol et qu'on galère déjà à se placer et tout, à partir du moment où il faut sauter sur des blocs à 70 centimètres de haut, Ouais. ça devient compliqué. Donc résumons un petit peu pour les jeunes débutants qui nous écoutent et qui veulent faire du handstand à fond. Les gars, n'investissez pas dans du matériel trop cher. Restez sur du sol. Vous n'avez même pas besoin d'acheter des planches au début, même si on dit que c'est indispensable. C'est indispensable quand vous Honnête, commencez à avoir un bon niveau. Mais je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais rien que déjà des blocs, ça vaut 30 euros, hein, ça vaut 20-30 euros. Je pense que déjà tu ouais, peux même pas, commencer déjà. c'est 20 balles une paire de blocs. Et puis pour ceux qui savent un peu travailler le bois, vraiment, ça prend 20 minutes à faire, ça coûte que dalle. Ouais. Et c'est super Ah, bien. Et d'ailleurs, après, faut moi, se dire que. ma part de blocs, c'est un collègue menuisier qui me l'avait fait. Hein, et je l'ai toujours. Hein. Tu les gardes à vie, ça. Hein. Oui, bah moi, les 3 paires que j'ai, c'est moi qui les ai faites. Donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, l'avantage de se les faire soi-même, c'est qu'on peut les faire par rapport à la taille de sa main. Et ça, Sur c'est trop mesure. bien. Sur mesure, ouais, c'est vrai. Et par exemple, moi, je sais que il y a des marques qui font des congés super importants, donc en gros des arrondis, là où il y a les doigts qui passent, pour éviter que ça fasse mal. Mais le problème de ça, c'est que ça limite vachement pour les entraînements. Par exemple, si on utilise les blocs de manière conventionnelle, ça dérange pas. Mais à partir du moment où on veut les tourner d'un côté, puis de l'autre, un peu comme des caplas finalement, bah ça devient impossible parce que ça sera pas du tout stable vu que les bords sont arrondis et qu'à tout moment ça peut renverser. Donc moi je sais que j'ai fait le strict minimum en termes de congé pour pas que ça me fasse mal aux mains mais que ça tienne sur toutes les surfaces possibles. Et Du tu, coup, tu- et mais tu as c'est des pour ça. blocs, Et même, efficaces, du coup. ouais. Enfin j'ai des blocs qui sont faits pour moi. Après ça peut convenir à d'autres personnes, mais ce que je veux dire c'est que ça a été fait par rapport à la taille de ma main, quoi. Ok, superbe. Et Eh ben, encore écoute. Oui, dis-moi. là on parle de matériel, hein, mais vraiment en hand-balance, on peut apprendre jusqu'au one arm sans problème, sans aucun matériel. Il y a besoin de rien concrètement, à part d'un sol et dans l'idéal un mur au début. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que le hand balance, pour moi, est une vraie variation de la calisthénie. Et la calisthénie a toujours eu comme objectif de s'entraîner avec aucun matériel. Donc, en fait, on s'inscrit dans cette philosophie-là. Après, je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais je veux dire, le hand balance, effectivement, on peut arriver à un très très bon niveau sans matos. Hein, Après, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui sont tellement pressés d'avoir du matériel qu'ils vont se jeter dessus, mais les gars, tranquille. Hein. Le hand balance, c'est vraiment une discipline, comme d'ailleurs le street workout, qui se joue sur les années. Plus vous allez être régulier, plus vous allez progresser, plus là, oui, vous pourrez investir du matériel dans votre passion. Mais oui, c'est ça, ça prend énormément de temps pour progresser. En fait, il faut se dire que c'est pas en achetant du matériel que vous allez prendre du niveau. Ah oui. Ça va rien changer, honnêtement. Évidemment, ça va permettre de diversifier un peu ses entraînements, de diversifier les supports, de s'entraîner différemment. Mais c'est pas ça fondamentalement qui va vous faire progresser. C'est ce que vous allez en faire derrière. Donc, si de base vous vous entraînez pas sérieusement et que vous voulez acheter, par exemple, là je prends l'exemple des cannes, mais ou tout autre matos, c'est pas ça qui va vous faire améliorer. Vous risquez d'être déçu. On clôture un petit peu la partie training, la partie de ton passé. Et on va terminer l'entretien avec ce que j'appelle moi la petite partie philosophie de l'entretien. Plus freestyle que le reste, plus léger. Alors, j'arrête de te poser une question. Pour toi, avec le recul et avec les années pratiquées,
Qu'est-ce que le handstand t'a apporté concrètement dans ta vie là? Alors, ça peut paraître bête dit comme ça, mais donc à la base, j'étais quelqu'un mais d'hyper stressé et pour vraiment rien. Et le fait de bosser mon handstand, alors le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais ça m'a redonné vraiment confiance en moi parce que faut vraiment partir du fait qu'à la base, j'étais en surpoids, j'étais pas bien dans ma peau, etc. Ouais. Et je pense que si des personnes en surpoids, des anciens gros nous écoutent, vont se reconnaître là-dedans. On essaye de se faire le plus discret possible en fait, parce que bah T'aimes pas le regard des on autres. assume, ouais voilà, on n'assume pas le regard enfin, on n'assume pas le regard des autres, on n'assume pas qui on est. Et le fait d'avoir bien changé, d'avoir fait du handstand et du coup maintenant, enfin du cirque, j'ai déjà fait des scènes, enfin déjà fait des trucs devant énormément de monde. Ça m'a donné tellement confiance en moi. Maintenant, je sais que j'ai plus aucune gêne, j'ai plus aucune peur, tu vois, de parler devant 400 personnes. Ça se voit, tu es vachement, je trouve, à l'aise à l'oral. C'est Oui, une certaine qualité qu'on retrouve pas beaucoup chez les jeunes de nos jours, mais effectivement, tu as une vraie aisance à parler, et puis c'est extraordinaire quand même. Tu passes d'un statut où tu as peur du regard des autres à un statut où tu peux être regardé par 150 1000 personnes en face de toi. T'imagines un peu le changement brutal de comportement, c'est exceptionnel. mais oui, mais en plus, quand on me connaît pas, en tout cas pas d'avant, on se dit, bon, bah, ça va, il a toujours été comme ça, il a de la chance de pas être timide, mais alors que c'est faux. C'est vraiment, je l'ai travaillé, enfin, c'est quelque chose que j'estime avoir mérité, tu vois. Ah oui, bah c'est facile, les gens disent que c'est du C'était ça talent. le rôle. Mais c'est pas du talent, c'est du hard work, les gars. Hein. Hard work, hard work. Tu conseillerais ce sport à un sportif ou pas? Quelqu'un qui a Absolument. vraiment pas fait de sport. Hein. Voilà, il démarre, il a 35 ans, il a une vie remplie, etc. Et il voit deux trois vidéos sur Instagram, il se dit, oh, pourquoi pas? Tu conseillerais le LCN à ce genre de personnes? Ah oui, absolument. Absolument. Mais surtout qu'au début, en plus, c'est un sport qui ne demande pas beaucoup de temps. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport à mes entraînements, mais ce que je veux dire, c'est que quand on apprend, il suffit quoi de faire des séances de 15-20 minutes par jour, max. Ouais, Ça ça suffit suffit. Ça largement. suffit, ouais. Et en général, après, ça peut que ce soit pas le cas pour tout le monde, mais ça redonne pas mal confiance en soi. Par exemple, tu prends un daron de 35 ans là, qui bosse, qui fait le train de vie classique. Il se lève, il va bosser, il rentre de sa journée, il est fatigué. Bah, ça peut créer déjà une passion derrière. Et en plus de ça, genre le fait de reprendre un peu d'activité physique ou de choses comme ça, Ça peut être un très pour bon quelqu'un qui moteur, était non quoi. sportif à la base, Une bonne dynamique. tu le Ouais. sais. Ça peut être une bonne dynamique, tu vois, pour lancer quelqu'un, relancer quelqu'un en tout cas. Et puis c'est surtout que c'est pas, bah, comme on disait avant, c'est pas un sport violent et du coup, il y a le risque de blessure, il est vraiment moindre comparé à, je sais pas, je prends l'exemple du rugby, du foot ou quoi, où en général, les croisés, c'est plus une routine qu'une blessure grave, tu vois. Enfin, Mhm. pour moi, en vrai, c'est un sport qu'on peut conseiller à n'importe qui pour commencer le sport ou même pour reprendre pour un ancien sportif ou même pour des blessés, par exemple. Là, j'ai pris l'exemple d'un footeux qui se fait les croisés. C'est typiquement le genre de truc que tu peux bosser au Ouais. lieu d'arrêter totalement la pratique, quoi. Ouais, ouais, complètement. Alors, Parce du qu'en coup, l'occurrence, ton genou, Einstein, il fait rien. ah oui, il est gros pour là. Donc, Donc tu le conseillerais, juste on met un petit nota bene là-dessus. Euh, Si vous n'avez pas fait de sport depuis un moment que vous lancez le handstand, ok, mais faites-le intelligemment. oui, Échauffez-vous, étirez-vous, lancez pas des handstands comme ça. Vous allez vous faire mal, parce que j'en vois beaucoup, moi, des gens sur les parcs de street, etc., qui se font mal en lançant des handstands n'importe comment, qui savent pas tomber, et qui lancent des handstands déjà avec sur des barres de 40 centimètres de haut, qui tombent, qui se font mal. Faites-le oui, ça, non, intelligemment, quoi. je l'ai pas dit, mais évidemment, quand on apprend, c'est hors de question de commencer sur un support surélevé. Et j'en vois, comme tu disais, qui lancent des scènes sur des C'est des barres fous, hein. hautes. C'est des fous, hein. Vraiment, je me suis fait peur plus d'une fois pour eux, hein. Ouais, ouais. J'aurais dit, mais les gars, mais pourquoi? Enfin, apprends déjà au sol et après on verra Pourquoi? pour faire plus haut. Et ce qui est normal, tu vois. Non, non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'était ce petit note à venir que je voulais faire. Je voulais aussi parler un petit peu rapidement. Alors je suis désolé, ça fait un peu liste de questions, mais on arrive à la fin, donc j'aimerais clôturer un peu l'entretien. On est déjà à 1 heure déjà ensemble. Je sais qu'on peut en parler pendant des heures de notre passion, mais à un moment donné, il faut que ça ait une fin. Alors, le développement du handstand en France. Alors, on s'était un petit peu appelé par rapport à ça, envoyé des messages, etc. Donc, je connais un petit peu ton point de vue, tu vas nous l'expliquer.
J'expose rapidement le mien. Je trouve que le développement du handstand en France depuis 10-15 ans, il a vraiment bien évolué, hein, puisque ça fait 10 ans à peu près, depuis 2014, que vraiment la pratique du street workout a vraiment explosé sur les réseaux sociaux. Donc on voit de plus en plus de gens lancer des handstands. C'est vraiment la figure de base, hein, du calisthénie avec un bon niveau, de la personne qui fait du calisthénie avec un bon niveau. Il va tout de suite lancer un handstand, un back lever, un L-sit. C'est vraiment fait partie du trio de figures classiques qu'on voit beaucoup sur les parcs. Donc ouais, effectivement, on a beaucoup de gens qui pratiquent ça, le handstand sur barre, sur canne, au sol, etc. Maintenant, pour arriver à un bon niveau, il y a vraiment une différence à faire entre le handstand et le hand balance, qui est pour moi vraiment le haut niveau du handstand. Tu vois, c'est de la Ligue 1, la Ligue des champions du handstand. Là, pour moi, pour le coup, là, c'est un peu le néant, tu vois. Même si ça reste bien développé avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a par exemple des gens comme Andriy Bodarenko, comme Pavel, etc., qui ont vraiment explosé sur les réseaux sociaux, mais ça reste encore minime par rapport à tous les athlètes de street workout que l'on voit sur Instagram, etc., à plus de 100 000, 200 000 abonnés. Toi, ton regard par rapport à ça, c'est quoi exactement? Tu trouves que le hand balance en France et en Europe, et plus généralement sur cette planète, est assez développé, pas assez Vas-y, je te laisse. Euh, alors, si on parle premièrement, du handstand pur, je dirais que oui, ça s'est pas trop mal développé. Enfin, par exemple, si on va dans les salles de musculation maintenant ou quoi, c'est beaucoup moins rare de voir quelqu'un faire des handstands Ouais, pendant que nous, on fait nos séances, hein, typiquement. Mais par contre, en ce qui concerne le handbalancing, bah en fait, là, le problème, c'est que... Alors, c'est bête et méchant comme sport, mais c'est vraiment un sport d'autiste. C'est-à-dire que tu fais tout le temps la même... Non, mais dit comme ça, c'est bête, c'est mais les vraiment, tâches c'est le répétées, cas. quoi. C'est un sport où on fait tout le temps la même chose. Tout le temps. C'est que du hold, des gammes, des tentas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Donc en vrai, dans un sens, je peux comprendre le fait que ce soit pas... Enfin, que l'entraînement pour être bon soit pas attirant plus que ça, même si la finalité en soi, beaucoup de gens voudraient l'avoir. Mais donc en soi, pour revenir à la question, le handstand, oui, il se démocratise. Euh, j'ai pris l'exemple des salles, mais par exemple, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, tu vois beaucoup de monde créer des comptes pour, tu sais, en ayant par exemple 30 jours pour apprendre le handstand. Moi, je vois, c'est le cas. Ça fait en un mois, j'ai dû en voir 5-6, tu vois, des comptes comme ça, des gens qui débutent et qui veulent apprendre et qui postent leur progrès tous les jours. Et en vrai, ça fait très très plaisir, tu vois, pour le coup, de voir des gens faire ça. Mais par contre, le hand balance et encore plus à haut niveau, ça se fait vraiment super rare. Ouais, Je là, sais qu'en France, on est très très peu à en faire, hein. ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, je peux pas connaître tout le monde, mais par exemple, en grosse tête, en France, on a Omar, Ouais. euh, on a Rémi Espuch, Rémi Moza, peut-être, je sais pas si tu connais. Non, Rémi Mozart, non, c'est le seul que je connais pas. Il y a Loïs, bien sûr, Euh, de Timothée Z. oui, Aloïs, et je crois concrètement, c'est tout. Après, il y en a, hein, parce que quand je vais en Évidemment, rassemblement. il y en a d'autres Voilà. qui font du one arm, mais genre, Ouais, ouais, il y en a qui qui ont font des pas bons du niveaux, hein. balancing. Je me Là, souviens, si il y on a prend encore, il y a encore quelques années, quand j'allais au rassemblement de Marseille et tout, j'en ai vu un ou deux qui avaient vraiment de très, très, très gros niveaux en balance et qui n'étaient pas du tout connus. Donc, il y en a, hein, bien sûr, mais bon, ça reste hyper niché, quoi, tu vois. Oui, bah oui, oui. Mais c'est pour ça, en vrai, c'est vraiment rare, quoi. Après, je dis pas, là, je parle vraiment des handbalanceurs purs, hein. Je parle pas des mecs qui font du street qui ont un one arm, hein, parce que c'est deux choses Ah, différentes. rien à voir. Non, non, rien à voir. On parle bien de deux choses différentes, bien sûr. Mais On va dire qu'avec les streetés, on n'est pas d'accord sur pas mal de points au niveau de la forme, ouais, mais ça, c'est un problème entre nous. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans les parcs de street ou dans les rassemblements de street workout, on va dire que tu as plus de probabilité de trouver un balancer, tu vois, que n'importe où, je pense, dans les rassemblements sportifs. Hein, j'en ai vu un paquet, quoi, des gens qui vraiment faisaient que du handstand et qui étaient très très bons là-dedans dans les rassos de street. Ça cohabite Ah bien, oui. mais voilà. Ah oui, oui, clairement. C'est un peu comme le street workout et le crossfit, tu vois, ou le street workout avec le bodybuilding. T'as Oui, toujours des voilà, petites c'est ça. rivalités. Ok, eh ben écoute, je vais finir sur deux, trois petites dernières questions que j'avais, et puis après on va se laisser, hein, Tom. Ouais, pas de souci. Euh, alors, rapidement, on a fini un petit peu l'entretien. J'aimerais que tu nous lâches comme ça trois infos, trois tips que tu as découverts en pratiquant la discipline, des idées,
des exercices, en tout cas, voilà, des notions qui sont importantes pour la personne qui veut vraiment se lancer pleinement là-dedans. Donc je t'écoute, quels sont vraiment les 3 tips que tu as découverts toi en pratiquant la discipline? Alors même si tu me permets, on peut même faire 3 tips pour les gens qui veulent commencer et qui débutent, et 3 tips pour des gens qui ont déjà un bon niveau. Eh bien, allons-y. Parfait. Comme ça pourra servir Parfait, parfait. aux 2 types de personnes. Alors déjà, pour quelqu'un qui débute, alors je sais, c'est cliché, mais vraiment utiliser le mur. Mais Ah, pas oui. pas bêtement se lancer dos face au mur et juste tenir sans rien faire. C'est vraiment utiliser le mur D'accord avec toi. intelligemment, dans le Mm. sens où, dans l'idéal, il faudrait se mettre ventre face au mur, et c'est de se concentrer à fond euh, sur ses doigts et sur où est son corps dans l'espace. Donc ressentir à quel moment on tombe et de quel côté, pour pouvoir ensuite réguler avec ses doigts. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, handstand, c'est pas juste je me lance sur mes mains, je suis placé et je tiens autant de temps que je veux sans problème. Le handstand, c'est vraiment, on est évidemment placé en équilibre, entre guillemets, mais par contre, c'est comme si on allait se péter la gueule à chaque instant et on empêchait, grâce à nos doigts, toutes ces chutes-là. En gros, donc premier tip, c'est vraiment d'utiliser le mur. Le mur est votre meilleur ami. Ça, on insiste hein, là-dessus, mais je suis en plein dedans, moi, je suis en pleine formation, donc je peux vous le dire. Même les plus grands utilisent encore le mur tous les jours. En deuxième, je dirais ne pas faire que du mur. C'est-à-dire que, ok, on fait beaucoup de murs, on s'entraîne, on automatise le fait de rattraper son équilibre avec ses doigts, etc. Mais en parallèle, il faut apprendre à, à sauter en équilibre, à passer en équilibre sans mur pour apprendre à se placer. Parce que bah, c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est qu'au début, c'est le truc le plus compliqué. Il va arriver que pendant vos séances d'entraînement, vous n'êtes pas du tout sur 15 essais, et puis d'un coup, il y a un 20 secondes qui va sortir de nulle part, juste parce que vous étiez bien placé à ce moment-là. Hmm. C'est bête, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire plein de tentatives sans mur, en parallèle. Faire du Et je freestyle. précise bien en parallèle, Tout à c'est fait, ça. tout à fait. Un Et très bon tips. le troisième qui convient du coup et aux débutants et aux personnes plus avancées, c'est de se filmer Ouais. et de pas juste relancer en boucle des tentatives, genre sans se dire ça marche pas, Faut essayer de comprendre je pourquoi, retourne en derrière. fait. C'est vraiment, faut se dire ok, j'ai pas réussi, ok, ça marche pas, mais pourquoi? Et grâce à la vidéo, on va voir ce qui va pas. Par exemple, on est un peu trop en banane, on a les épaules un peu trop fermées, on tire la tête en avant. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'il va falloir corriger petit à petit. Ouais, plus vous allez filmer, de toute manière, plus vous allez voir une évolution. En plus, c'est ça qui est magnifique dans ce sport-là. En plus, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, donc il n'y a plus aucune excuse, tu vois, pour se filmer. Donc, Oui, clairement. ouais, ouais, non. Alors, 3 tips, du coup. Le mur, pas le mur, du coup. Hein, lancer des handstands en freestand, là. Faire le plus possible de tentatives en équilibre, même si vous avez pas le handstand parfait. Et se filmer, donc c'est bien ça. Ouais. Et puis, évidemment, être régulier. Ah oui, Vaut mieux privilégier 7 séances d'un quart d'heure par semaine que une de 2 heures. ouais, bon, ça explique à tous les sports, ça, par contre. Exactement. Mais je préfère le dire quand même. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, pour les personnes qui ont un niveau bien plus avancé, qui sont en train d'apprendre le one arm ou qui Alors, veulent l'apprendre, ouvrez bien vos oreilles parce que là, il y a de la valeur ajoutée là. alors déjà, premier tip, c'est faut pas sous-estimer les gammes. C'est-à-dire que même si c'est pas du one arm en proprement parler, faut faire énormément de gammes. Que ça soit les entrées en stand, les transitions, les décales one arm, gauche, droite, etc. Ça, faut en faire Alors plein. pourquoi c'est important ça, Tom? Bah, en fait, c'est ce qui va créer l'automatisme. En fait, c'est ce qui va permettre au corps de plus ou moins penser à autre chose quand on va faire quelque chose de plus compliqué. Par exemple, t'es là, tu commences ton entraînement en handstand, t'arrives à tenir sur tes 2 mains, jambes serrées, t'es concentré à fond sur tes doigts au début. On est d'accord? Je pense que Ouais, c'était le cas pareil pour toi. ouais, bien sûr. Tu te concentres à fond sur ton équilibre. Et le fait de, par exemple, faire des gammes derrière où tu fais tes transitions de jambes, Ça permet bah, de tu vas te déplacer le concentrer sur focus. ta Ouais. transition de jambes et pas sur tes mains. Et du coup, en fait, tes mains, elles vont automatiser le mouvement sans même que tu t'en rendes compte. Et du coup, là on prend l'exemple pour quelqu'un qui débute, mais ça vaut exactement pareil pour quelqu'un qui est bon. Genre moi, je prends l'exemple de ce que je fais en fin de training. Par exemple, je fais des gammes, mais en one arm.
je peux faire des straddle to full en one arm et du coup, mon équilibre sur ma main droite, tu sais, je tilte même pas, je suis plus concentré sur mon placement et de pas casser mon bassin, etc. Tu es Plutôt focus sur ailleurs, en fait. être sûr de Ça. tenir, ouais. T'es focus ailleurs, alors que sur les principes de base, tu es automatisé, ça y est, tu es en autopilote, quoi, sur les mains, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ok, Donc pour moi, premier tip, c'est ça. superbe. Ensuite, deuxième tips. Alors attention, celui-là, il est un peu technique. Accrochez-vous. C'est notamment pour le one arm. Pour éviter d'avoir une forme absolument horrible, comme un bon trois quarts des streeteux. La balle perdue. J'adore. Il faut savoir que le one arm, c'est pas comme le handstand où on peut se permettre, entre guillemets, juste d'être posé et de tenir avec ses mains. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il faut ce qu'on appelle du coup un couple de force. Tu me corrigeras si je me trompe. En C'est fait, quoi? au lieu d'être placé et de ne pas bouger du tout, va falloir forcer avec ses deux jambes, notamment du coup en straddle au début quand on va prendre le one arm. Au lieu d'être juste en one arm, enfin en straddle en tout cas, et de laisser ses jambes un peu flasques, un peu sans forcer, sans rien, et ce qui va faire tourner le corps, va falloir forcer du coup avec la jambe haute Ouais. du côté du dos. Donc faut tirer la pointe du côté de son dos légèrement, et avec la jambe basse. Donc la gauche si c'est bras gauche et la droite si c'est Tout à fait, one arm ouais. main droite. Tout à fait. Euh, la ramener légèrement à 30-45 degrés vers sa main d'appui. Mais dans l'intention, hein, c'est pas, faut pas Ouais. emmener son pied vers sa main, c'est vraiment dans l'intention, faut forcer dans ces deux trajectoires-là pour en fait compenser la rotation en fait du bassin. Ça c'est super important, hein, parce que il y en a La rotation. énormément, hein, des gens qui lancent des one arm dans tout, hein, que ce soit en street, en ce que tu veux. Mais le truc qui casse toute leur forme, c'est le bassin qui pivote. Ils ont tout le temps un bassin en toupie, les mecs. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, hein. Là, par exemple, vous pouvez essayer, vous lancez un one arm en straddle, vous essayez, en tout cas pour ceux qui ne le maîtrisent pas, et je vous garantis à 100% que c'est le bassin qui va tourner. C'est toujours pareil. C'est la jambe haute, c'est la jambe haute qui va partir derrière, la jambe basse qui va partir devant, et c'est terminé, tu vois. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment hyper important, et ça, c'est le genre de choses où, je pense, sur YouTube ou quoi, c'est super compliqué de trouver des Ouais, tips. alors Comme moi, quand j'ai commencé le one arm, j'ai... de manière générale, c'est un excellent conseil parce que les gars, moi j'en vois tous les jours des mecs qui font des handstands relâchés où ils forcent pas sur les jambes, ok, si tu veux. Mais quand tu pars en one arm, oh les gars, gainez vos jambes en fait. Gainez vos jambes. Alors tu me diras si je me trompe, Tom, mais je trouve que quand même le hand balance, à un certain niveau, tu travailles beaucoup les jambes, non? Ou c'est moins? Oui, 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 oui. Surtout les fléchisseurs de hanches, énormément, je trouve. Euh, Donc t'as pas mal les jambes qui sont sollicitées, les quadriceps, les cuisses, etc. Moi je le vois, enfin de toute manière, la plupart des hand balancers ont vraiment des grosses cuisses, hein, ou des cuisses qui sont bien dessinées et ils ont pas des jambes de coq, tu vois ce que je veux dire? Bah déjà, si tu veux une explication à ça, c'est simple parce que en gros, quand tu veux travailler ta souplesse, il y a deux types de souplesse différents. Tu as la souplesse passive et la souplesse active. Donc la souplesse passive, c'est celle dont tout le monde a l'image en tête, où en mode, bah, si tu fais un grand écart, voilà, tu t'étires, il se passe rien, mais voilà, tu as un grand écart. Et tu as la souplesse active, où en gros, tu vas venir renforcer ton muscle. C'est une sorte de Là, muscu, quoi. pas vraiment. En fait, tu vas venir renforcer ton muscle sur des amplitudes extrêmes là où il est faible. Ouais. Par exemple, c'est bête dit comme ça. On peut avoir le grand écart au sol. Et pour autant, dès le moment où tu passes en équille, tu as genre 2 fois moins d'amplitude, tu vois. Et en fait, l'explication à ça, c'est juste que tu as grosse lacune, un gros manque de force sur l'amplitude entre ton amplitude max en actif, du coup en handstand, et ton amplitude max en passif. Mais en fait, tu manques de force sur ces amplitudes-là. Et en fait, c'est en travaillant ta force sur cette amplitude-là qui va faire que tu vas devenir plus souple. Et donc du coup, tu vas dessiner tes jambes par définition. Et c'est pour ça que par définition, du coup, tes jambes... C'est magnifique, magnifique. Alors ça, tu vois, ça c'est le genre de sujet qu'on en parle très très peu. Avant d'avoir fait l'entretien, je me suis tapé presque une vingtaine, une trentaine de vidéos de mecs qui vraiment maîtrisaient le one arm, qui n'étaient pas spécialement des unbalancers d'ailleurs, qui étaient vraiment des gens qui travaillaient beaucoup les souplesses, des yogis, tout ça. Et tu te rends compte que on traite pas ces sujets-là, quoi, tu vois. L'importance, souplesse passive, souplesse active, la musculature des jambes, etc. Donc bref, tout ça pour dire que
Le deuxième tip, il est hyper important, les gars. Ne relâchez pas vos jambes en handstand. Le plus important, c'est d'être gainé. Moi, ce que je dis souvent, c'est cuisse-mollet. Parce qu'en fait, du coup, ça fait l'entièreté de la jambe et les gens, ils font naturellement leur pointe de pied. Mais Ouais. gainez vos jambes le plus possible parce que sinon, ça ressemble à rien, quoi, vos trucs. Hein. Et même, en tout cas, quand tu débutes en handstand, c'est pas forcément obligatoire dans le sens où tu pourras progresser sans, mais dès le moment où tu vas prendre le one arm, t'es obligé. Ouais. C'est bête, mais t'es obligé. Par exemple, moi, sur les hops, sur les sauts d'une main à l'autre, si je ne gaine pas mes jambes, il n'y a aucune chance que je puisse me rattraper. Mais alors, absolument aucune. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Troisième tips? Et en troisième tips, bon, déjà, c'est le même pour les deux, hein, mais vraiment de se filmer et de comprendre pourquoi ça marche pas. Ouais, il est valable pour les deux, hein, celui-là, ouais, effectivement. Moi, pour moi, alors, c'est bien de remettre un coup là-dessus, mais c'est vraiment la clé si vous voulez progresser et vous voulez comment ils appellent ça, vous auto-évaluer. Et vraiment vous auto-évaluer, c'est vraiment le truc phare de cette discipline-là. Personne vient, à moins que vous ayez un coach personnalisé qui vous suit H24, ce qui est possible. Mais si vous avez personne, le téléphone et Votre meilleur ami. la self-critique, c'est votre meilleur ami. Je suis entièrement d'accord avec toi, ouais. Et du coup, je vais en donner un petit dernier. Sur l'apprentissage du one arm, vous dites pas je veux apprendre le one arm, donc il faut que je lâche ma main libre. Du coup, la main qui est en l'occurrence sur le bout des doigts. Ouais, hyper important ça. Ouais, je suis d'accord. Il faut pas lâcher. Faut pas se dire en mode ça y est, je suis bien piano, je peux lâcher ma main. Surtout au début. Au début, dans tous les cas, on sait pertinemment ce que ça va faire, c'est que vous allez lâcher, dans la demi-seconde qui file, le bassin va tourner, vous allez tomber. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je sais, c'est chiant, mais faire des longs holds en piano. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai débloqué le One Arm. Hein. C'est en faisant des all piano. C'est pas en faisant des one arm qu'on débloque le one arm. Ah, Ça peut paraître contradictoire dit comme ça, mais ouais, non, je suis d'accord avec ça. Bon, mais parfait. Parfait. non, Superbe Tom pour ces 6-7 tips que tu nous as lâchés en pleine figure. Génial. Bah, du coup, écoute, pour moi, l'entretien est terminé. Je voulais pas faire non plus un truc trop long. On est à 1h17, 1h18. Donc, c'est déjà bien. Franchement, je suis content. J'étais parti pour faire un podcast de 2-3 heures, mais on verra si les gens en redemandent. Hein, parce que franchement, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu as de dropper de la valeur ajoutée comme ça. C'est génial. Alors, le mot de la fin, parce que je voulais finir là-dessus. Alors, je vais commencer par moi, et puis après, je te laisse un peu terminer le podcast. Écoute, globalement, le mot de la fin, il est très simple. Tom, nous, on s'est rencontrés sur Instagram. C'est un collègue à moi, un certain Mathieu, qui m'avait donné ton Instagram, donc j'avais commencé à regarder. Je t'ai envoyé des messages, etc. On a rapidement accroché, puisqu'en général, les passions rapprochent les âmes, et ça, c'est personne qui le dit, c'est juste moi. Donc, je trouvais ça juste fantastique que tu puisses être aussi ouvert, aussi avenant, etc. Donc ça, vraiment, merci à toi déjà d'avoir été le moteur de tout ça. Ensuite, merci, vraiment grand merci d'avoir participé à cet exercice du podcast, de l'entretien. Je sais que c'est pas un exercice facile, qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent un peu quand on leur demande des questions et qui prennent du temps à répondre. Donc, je trouvais ça vachement fluide. Je suis vraiment désolé d'avoir raccourci le truc au maximum, mais le truc c'est que c'est l'exercice du podcast qui est comme ça. Faut pas faire des podcasts de 6 heures sinon les gens n'écouteront jamais, même si ça reste leur passion. Faut rester court, concis, avec un maximum de valeur ajoutée. Donc écoute, j'ai pas plus de choses à dire. Merci encore d'avoir participé, et puis je te laisse le mot de la fin pour terminer cet entretien. déjà, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Ah, j'espère que d'avoir eu un peu mon expérience, mes ressentis sur mes entraînements, sur les conseils que je donne, etc., ça vous servira peut-être. Et j'espère du coup pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap de se mettre en scène, vont le faire. Parce que vraiment, c'est une discipline incroyable qui développe tellement de choses. C'est un plaisir de s'entraîner. En fait, ça devient une passion, en fait. Et c'est quelque chose qui prend vraiment pas de temps. En tout cas, sur les débuts, ça redonne confiance en soi. Donc vraiment, mettez-vous au handstand. Et ceux qui maîtrisent déjà, continuez, devenez plus forts. Superbe. On finirait peut-être par une phrase. Je pense franchement que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que oui. Le handstand pour moi est un long voyage, c'est extrêmement long, extrêmement difficile. Pour les gens qui sont pas souples, pas mobiles comme moi et qui démarrent à peine tout ce qui est l'exercice de souplesse, mobilité,
ça va être un long voyage et il faut le kiffer ce voyage. C'est pas un voyage avec, tu vois, des vagues de 10 mètres qui emportent ton bateau, etc. Non, ça va pas être non plus un long fleuve tranquille, mais c'est un voyage qui va en apprendre encore plus sur vous-même et savoir vos limites et savoir où est-ce que vous voulez vous diriger, avec quelle force vous voulez atteindre vos objectifs. Et du coup, je me permets de rajouter quelque chose. Ce qui est bien avec le handstand, c'est qu'en fait, je suis d'accord sur ce que tu as dit, c'est un long voyage, etc. Mais par contre, c'est chacun a son voyage et son parcours. Et en fait, c'est là où tu peux créer plus ou moins ce que tu veux, ton Bien propre sûr. style, en fait, ta manière à toi de t'entraîner avec ce que tu kiffes, avec plein de choses. Donc vraiment, faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, mais vraiment juste créer son propre chemin et sa propre voie en fait de progression sur le handstand. Créez votre propre chemin, je pense qu'on peut finir là-dessus. Bah écoute Tom, merci beaucoup. Merci d'avoir participé au podcast et d'avoir fait cet exercice avec moi. Je te remercie et puis nous souhaitons la bonne journée à tous ceux qui nous écoutent et qui ont reçu énormément de valeur ajoutée dans ce podcast. Voilà. C'était avec plaisir. Bonne journée à tous. Bon.